souffle paisible de la nuit, d'ordinaire porteur de réconfort et de quiétude, semblait cette fois chargé d'une densité inhabituelle, comme imprégné d'un murmure inaudible. J'étais assis dans mon minuscule studio, où les murs, à peine discernables, ressemblaient aux reflets fantomatiques de mes propres pensées, figés dans la pénombre. La lumière faible et jaunâtre d'une lampe de bureau découpait dans l'obscurité la plus totale un cercle restreint d'espace, abandonnant tout le reste à l'implacable règne de l'inconnu terrifiant. L'air était lourd, confiné, imprégné d'une odeur de vieille poussière, d'encre et de quelque chose d'indéfinissable, rappelant vaguement la senteur d'une vieille peau desséchée. Moi, le présentateur du podcast Les cauchemars des abonnés, un projet destiné à plonger les auditeurs dans les recoins les plus sombres de la réalité paranormale française, en collectant méticuleusement des récits issus des lettres et des témoignages de mes abonnés, ressentait aujourd'hui une appréhension particulière. Une lettre avait atterri dans ma boîte aux lettres, une missive qui semblait suinter des profondeurs même du néant. L'objet de ce message fit courir des frissons sur ma peau, suscitant un pressentiment involontaire de quelque chose de sinistre. La forêt de Fontainebleau et l'ombre dans le reflet. Ce n'était pas une simple lettre de plus, pas un simple récit. C'était une invitation authentique. Une invitation dans un monde où la réalité familière s'amenuise jusqu'à devenir translucide et où la peur prend corps et une tangibilité effrayante. Le jeune artiste du nom d'Étienne, auteur de C.S. Mots, a raconté son récent périple à Fontainebleau. Cette contrée est renommée pour ses forêts ancestrales où, selon les légendes, se dissimulent des secrets immémoriaux et résident des créatures inconnues. Son message débutait par une explication des plus banales. Il s'y était rendu dans l'espoir de trouver l'inspiration pour ses toiles, lassé de l'agitation parisienne. Étienne aspirait à immortaliser sur la toile toute la splendeur de la forêt automnale, ses fastueuses teintes dorées et pourpres, le jeu magique de la lumière filtrant à travers les denses ramages. Les premiers jours se déroulèrent exactement comme il l'avait anticipé. Une quiétude apaisante y régnait, troublée seulement par le doux bruissement des feuilles mortes sous ses pas et le chant mélodieux des oiseaux. Parfois, ce chant était interrompu par le cri lointain et mystérieux d'un oiseau forestier, ajoutant à la scène une touche de mystère supplémentaire. Étienne ressentait une profonde sérénité, sentant le poids invisible des soucis quotidiens s'alléger lentement de ses épaules. Il avait même trouvé l'endroit idéal pour peindre en plein air, une clairière pittoresque, cernée par de puissants chênes séculaires. Leurs branches noueuses se tordaient, évoquant les mains ridées de vieillards aux cheveux d'argent, gardiens d'une sagesse millénaire. Mais ensuite, des étrangetés commencèrent. Tout a commencé par des détails à peine perceptibles, si insignifiants qu'on aurait pu les attribuer à un jeu de l'imagination ou à une simple fatigue. Étienne décrivait cette sensation grandissante d'être observé de près. Ce n'était pas une attention agressive, mais plutôt une curiosité distante, presque glaciale, émanant de quelque part au plus profond des bois. Il se retournait, mais autour de lui, seule s'étendait une forêt infinie, où le jeu des ombres et les éclats de soleil s'entremêlaient de manière étrange, donnant l'impression que les arbres prenaient vie. Un jour,
S'étant arrêté près d'un vieux rocher recouvert d'une mousse douce et émeraude, il tenta de distinguer la danse de la lumière sur sa surface humide. C'est à cet instant, dans le reflet tremblant de sa bouteille d'eau en verre, qu'il aperçut fugacement ceux qui ne pouvaient exister en réalité. C'était une silhouette, étrangement grande, d'une finesse anormale. Elle se tenait juste derrière lui, parmi les arbres séculaires. Sa silhouette était floue, comme tissée du brouillard lui-même, ou de l'air qui s'évanouissait. Il se retourna brusquement, le cœur battant à un rythme effréné. Mais là où son regard tombait, il n'y avait personne. Seul le bois, majestueux et silencieux, gardait ses secrets ancestraux. Étienne imputa ce qu'il avait vu à la fatigue et au jeu trompeur de la lumière. Mais l'inquiétude qui avait élu domicile dans son âme ne le quittait pas. Il devint beaucoup plus prudent, prêtant l'oreille au moindre bruissement. Chaque mouvement à la périphérie de sa vision, le poussant à se tendre à l'extrême. Bientôt, il commença à remarquer d'autres signes étranges, comme si la forêt lui adressait de mystérieux avertissements. Sur l'écorce rugueuse des arbres centenaires, son regard s'arrêtait sur des symboles énigmatiques. 6 marques ne pouvaient appartenir à une main humaine. Elles étaient grossières, anguleuses, comme sculptées par les griffes acérées d'une bête sauvage. Pourtant, dans leur chaos, transparaissait un ordre sinistre et inexplicable, ce qui lui causait un bien plus grand effroi que la simple absence de lien. Un jour, s'enfonçant dans le fourré, il tomba sur un ancien cercle de pierre, à demi ruiné, enveloppé dans le silence épais du bois. Une énergie puissante, mais malveillante, émanait de lui, comme si la terre elle-même y respirait le froid. L'air autour de ces géants semblait plus dense, traversé par un froid perçant. Il ne put résister et tendit la main, effleurant l'une des pierres moussues. Un choc vif, comme une décharge électrique, parcourut son bras. Il retira vivement sa paume, poussant un cri involontaire, surpris par cette force inconnue. Mais ce qui le troubla le plus, ce fut une seconde observation, un fait qui fit s'arrêter son cœur. Étienne se retrouva à nouveau dans sa clairière préférée, en savourant son atmosphère paisible. Désirant se reposer un instant, il sortit de son sac un petit miroir pour arranger ses cheveux ébouriffés par la longue marche. Et à cet instant précis, se reflétant sur sa surface lisse, il le vit à nouveau, dans le miroir, cette fois révélée avec une clarté terrifiante. La même silhouette réapparut. Elle s'approchait, emplissant tout son champ de vision. Son visage restait caché dans l'obscurité, mais il sentait un regard implacable, fixé droit sur lui. C'est alors qu'Étienne vit ce qui transperça son cœur d'une terreur glaciale. La silhouette dans le reflet leva lentement la main et, comme une force inconnue, commençait à le tirer inexorablement, l'attirant dans un abîme miroitant. Dans un accès de panique, Étienne rejeta le petit miroir et les fragments volèrent sur le sol dans un tintement sourd. Il s'enfuit, sans regarder où il allait, loin de la clairière, loin de cet endroit qui s'était soudain transformé en un piège sinistre. Il courut jusqu'à ce que ses poumons lui brûlent et que ses jambes refusent d'obéir. La forêt sembla s'étirer sur une éternité.
chaque nouveau virage, chaque bruissement de feuilles déclenchant une nouvelle vague de panique dévorante. Enfin, épuisé, il atteignit la lisière où l'attendait la voiture salvatrice. Il s'affala sur le siège conducteur et ses doigts, tremblants d'une secousse inconnue, tournèrent le contact d'un geste incertain. Le moteur s'anima avec réticence, grogna, et à cet instant, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Et là, le temps s'arrêta pour lui. Là, au fond du reflet, sur la banquette arrière, se tenait cette même ombre, informe, silencieuse, se contentant de le fixer intensément. Une brusque bourrasque le fit se retourner, le vide. Le siège était complètement inoccupé, mais une lourde et suffocante impression de présence invisible l'entourait, tel un filet de toile d'araignée. Étienne avait bien atteint Paris, mais cette peur glaciale ne l'avait jamais quitté. Il redoutait désormais paniquement la solitude. Il dormait lumière allumée, chaque nuit lui apportant un réveil cauchemardesque où une ombre implacable le traquait, tentant de l'entraîner dans une obscurité impénétrable. Il cherchait désespérément une explication rationnelle à tout ce qui lui arrivait. Un simple stress, des hallucinations, peut-être les effets de substances ou même des champignons rencontrés dans la forêt. Mais quelque chose au plus profond de lui, une intuition inexplicable, lui murmurait que la cause était bien plus profonde et terrifiante. Il semblait avoir rencontré quelque chose de véritablement ancien, une force échappant aux lois du monde familier et tangible. En se plongeant dans le folklore local lié à la mystérieuse forêt de Fontainebleau, il découvrit d'effrayantes mentions des esprits de la forêt, de puissants gardiens des ténèbres, et de lieux où la frontière entre les mondes devenait presque imperceptible. Son attention fut attirée par des informations sur d'anciens rituels oubliés, accomplis dans d'énigmatiques cercles de pierre. Cependant, le moment le plus troublant de son récit fut la description d'une tentative de retour. Il comprit qu'il ne pouvait laisser les choses au destin. Il lui fallait élucider la nature de cette menace et trouver le moyen de s'affranchir une fois pour toutes de son influence oppressante. Rassemblant toute sa volonté, il repartit vers Fontainebleau. Cette fois, au lieu de pinceau, ses fidèles compagnons furent un vieil appareil photo et un enregistreur. Il sentait que ce retour était comme un pas dans un abîme inconnu. Mais le devoir du chercheur, l'appel de l'artiste, le poussait inexorablement en avant. Il se retrouva à nouveau sur cette même clairière où tout avait commencé. Désormais, la forêt paraissait encore plus sinistre et l'air ambiant était dense et immobile, tel un instant figé. Il installa l'appareil photo, alluma l'enregistreur et ressentit aussitôt à nouveau cette étrange et inexplicable sensation d'une présence étrangère. Faisant attention à ne pas troubler la quiétude de la clairière, il s'efforçait de capturer chaque recoin sur sa pellicule, mais rien de particulier n'apparaissait dans le champ de sa caméra. L'angoisse montait à chaque instant. Il sortit un petit miroir, résolu à tenter une nouvelle fois sa chance. En scrutant son reflet, il sentait son cœur battre furieusement au creux de sa gorge. Et c'est alors qu'il la vit, une ombre. Elle était là, tout près, juste derrière lui, mais cette fois, elle n'essayait pas de l'entraîner. Et, chose plus stupéfiante encore, elle souriait. Au même instant, Étienne remarqua quelque chose d'encore plus inexplicable.
L'ombre avait une main absolument identique à la sienne, et dans celle-ci, elle tenait le même miroir. Il comprit alors, ce n'était pas une entité extérieure, distincte, ce n'était pas une simple réverbération. C'était l'incarnation de lui-même, déformée par l'horreur et la profondeur de ses plus grandes peurs. L'ombre qui s'était toujours tapie dans les recoins les plus secrets de son âme lui apparaissait maintenant dans toute sa sinistre puissance. Il comprit soudain que ce monstre se nourrissait précisément de sa propre peur, de son angoisse dévorante et de ses doutes rongeurs. Plus il se laissait submerger par la panique, plus cette obscure entité gagnait en puissance. Et maintenant, elle le transperçait du regard, si terriblement familier, tenant dans ses mains son propre miroir, symbole de ceux qu'il s'efforçait de nier en lui-même. Un frisson glacial le saisit de l'intérieur, traversant chaque cellule de son corps. Incapable de résister davantage, il abandonna tout et s'enfuit. Il courut de toutes ses forces, n'osant jeter un regard en arrière, jusqu'à ce qu'enfin il échappe aux étreintes oppressantes de la forêt, laissant derrière lui son plus terrible cauchemar. Il esquivait les reflets, les miroirs lui étaient devenus étrangers, et même dans les vitres des fenêtres, il ne parvenait pas à se résoudre à contempler son propre visage. Mais le plus atroce, comme il l'avoua plus tard, fut ce qui se produisit après. Il s'enferma dans son appartement parisien, cherchant à étouffer ses pensées et ses souvenirs. Pourtant, un soir, alors qu'il tentait de se plonger dans une lecture, assis à sa table, une sensation familière et glaciale s'empara de lui. Il leva lentement les yeux vers la porte vitrée de son étagère, et il vit, là, dans le pâle reflet, il était assis, mais ses yeux étaient absolument vides, comme brûlés de l'intérieur. Son visage était devenu complètement inanimé, comme effacé. Il n'y restait plus aucune trace de peur, ni même la moindre lueur de vie. Lentement, presque solennellement, il leva la main où tenait un ancien petit miroir, un geste léger, un imperceptible battement, et un message presque muet retentit dans l'air. « Je suis là maintenant, et toi, tu es là-bas. » Étienne se rappela plus tard que c'était la dernière chose dont il se souvenait clairement, avant que l'obscurité ne dévore complètement sa conscience. Sa lettre s'interrompait sur ces mots effrayants. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ignore. Qui habite désormais dans le reflet, me regardant depuis ma propre maison, je ne parviens pas à le comprendre. Je ne peux plus toucher les miroirs. Je suis hantée par chaque scintillement, chaque reflet, car j'ai perdu la frontière entre moi et cela. Je vous en supplie, aidez-moi, ou au moins prévenez les autres, afin que personne ne partage mon sort. La forêt de Fontainebleau. Ce n'est pas juste une forêt, c'est une porte, un portail vers quelque chose d'autre. Et si vous osiez y plonger trop profondément, soyez prêts à ce que quelque chose des profondeurs vous regarde en retour. J'étais assis dans un silence absolu, et l'écho de ces paroles perçantes flottait encore dans l'air, palpitant dans ma tête. Sa lettre, d'une crudité et d'une sincérité si brûlantes, semblait imprégnée d'une peur authentique et primitive, celle qui s'enracine dans la substance même de notre être. Ce n'était pas une fiction, c'était le témoignage de ceux qui avaient été vécus
souffert, et je sentais par chaque fibre de mon âme que j'avais le devoir de partager cette histoire. C'était précisément le genre de récit qui, tel un piège, captivait sans merci l'auditeur, poussant les gens à parler, à réfléchir et surtout à rechercher leurs propres peurs intimes, parfois terrifiantes. Mais juste au moment où j'étais prêt à appuyer sur le bouton d'enregistrement tant désiré, je ressentis un froid glacial. Et ce n'était pas le froid qui glace le corps, mais un tout autre, celui qui pénètre jusqu'aux os, jusqu'au plus profond de l'âme, jusqu'à sa substance même. Mon regard s'arrêta sur le microphone posé devant moi. Sa surface impeccablement polie brillait, réfléchissant tout ce qui l'entourait. Et dans cette étendue miroitante, je vis plus qu'un simple éclat. Je vis quelqu'un. C'était moi-même. Mais l'image, reflétée au plus profond de mon âme, était déformée par une ombre. Cette ombre était différente de celle dont parlait Étienne. Celle-ci m'était douloureusement familière, comme si elle avait grandi en moi. Et à la différence de mon propre visage, elle ne trahissait pas la moindre trace de sourire. Elle me regardait simplement, et dans ses yeux vides, abyssales, je vis mon propre reflet. Mais c'était moi, dépouillé de tout, n'ayant plus qu'une peur brûlante, paralysante. Lentement, comme dans un rêve, je levai la main, sentant une force inconnue guider mes doigts, comme si mes doigts appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans ma paume, je sentais quelque chose de frais et d'une douceur surnaturelle. C'était un petit miroir, et à cet instant, j'ai compris avec une clarté totale. Mon véritable cauchemar ne faisait que commencer. J'ai classé la lettre d'Étienne dans les archives. Elle n'était que le premier signe, à peine perceptible, des ténèbres imminentes. Désormais, il me fallait raconter moi-même ma propre histoire terrifiante, l'histoire de la manière dont les peurs les plus secrètes peuvent prendre chair et devenir votre sinistre réalité. Et comment, parfois, en regardant dans l'abîme sans fond, vous réalisez soudain, elle ne vous observe pas de l'extérieur, mais des profondeurs mêmes de votre âme. À ce moment, quand il semble que la fin du récit approche, vous découvrez que vous en êtes devenu une partie intégrante, une partie de votre propre histoire, glaçante.